La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. Nous sommes ici. Nous avons passé l'équinoxe d'automne, le début de l'automne. La Terre est passée sur la ligne équinoxe le 23 septembre, à 2 heures du matin. Comme le périple de la Terre autour du Soleil ne dure pas 365 jours, mais 365 jours et un quart de jour, l'année prochaine, la Terre arrivera à la ligne de l'automne un quart de jour plus tard, 6 heures plus tard, à 8 heures. Début de l'automne, à 8 heures du 23 septembre. La troisième année, encore 6 heures plus tard, à 14 heures, toujours le 23 septembre. Et la quatrième année, oui, à 20 heures, mais de quel jour? Cette quatrième année est une année bissextile. On a ajouté le fameux 29 février. Le calendrier s'est rallongé d'1 jour. L'automne ne commence plus le 23, mais le 22 septembre. Car la Terre arrive à la ligne automne le 22 septembre au lieu du 23. Tous les 4 ans, la Terre compense le 29 février en arrivant à l'équinoxe avec 1 jour d'avance, le 22 septembre. Le calendrier est un instrument de mesure que nous ajustons au mieux au voyage de la Terre qui suit son chemin. Nous ressentons notre périple autour du Soleil grâce aux saisons. Hiver, printemps, été, automne, de nouveau hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été, alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. La Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord, l'hémisphère nord est tourné vers le Soleil, les rayons nous arrivent sous un angle plus direct, c'est l'été, on a chaud. Puis notre voyage continue, le Soleil redescend vers le sud. Quand le Soleil, à midi, est à la verticale de l'équateur, c'est l'équinoxe. Partout sur la Terre, le jour et la nuit ont la même durée, 12 heures de jour et 12 heures de nuit pour tout le monde. Pour l'hémisphère nord, l'automne commence, parce que la Terre se détourne du Soleil. Pour l'hémisphère sud, c'est le printemps qui commence. Quand le Soleil est en face de l'équateur, c'est la période des grandes marées équinoxiales. D'une manière générale, et durant toute l'année, ce n'est pas à l'équateur qu'il y a les plus fortes marées, mais autour du 45e parallèle, là où la plupart d'entre vous, passagers du vaisseau spatial Terre, habitent. Pourquoi? L'ampleur des marées dépend aussi de la rotation de la Terre et des forces centrifuges qui agissent dans la direction de l'équateur, car c'est là que la Terre tourne le plus vite et que les forces centrifuges sont les plus grandes. Mais leur effet est peu perceptible, car à l'équateur, pour provoquer les grandes marées, ces forces centrifuges devraient soulever les masses d'eau. Trop lourd. Au pôle Nord, à son axe de rotation, la Terre tourne si lentement qu'on pourrait marcher aussi vite que la Terre tourne. Les forces centrifuges sont quasiment nulles. Il n'y a pas de marée. À mi-chemin entre le pôle et l'équateur, la Terre tourne à 1000 km/h. Ici, les forces centrifuges font glisser les masses d'eau vers l'équateur, dans la direction même où se trouvent le Soleil et la Lune, ce qui renforce l'effet de marée. C'est donc ici, autour de 45 degrés, que les forces centrifuges favorisent le plus les marées. Les forces d'attraction de la Lune attirent l'eau des océans. Un bourrelet d'eau se forme là où la Lune passe. De l'autre côté de la Terre, les forces centrifuges provoquent un deuxième bourrelet.
ces deux marées hautes, qui font chaque jour le tour de la Terre, restent orientées vers la Lune, qui met 28 jours pour faire le tour de la Terre. La Terre tourne beaucoup plus vite, elle fait un tour complet tous les jours. Elle tourne rapidement sous les bourrelets d'eau. Au bord de la mer, quand nous voyons que la marée monte, ce n'est pas le bourrelet d'eau qui arrive, c'est la Terre qui nous amène à l'endroit où ce bourrelet, orienté vers la Lune, nous attend. Cela provoque des frictions énormes. La Terre entraîne dans sa rotation la masse gigantesque de cette montagne d'eau, mais l'eau résiste et se heurte à l'obstacle insurmontable des continents. C'est là que se produisent les plus fortes marées. La Terre essaye d'entraîner le bourrelet, mais la Lune ne lâche pas prise. Comme la Lune est en retrait par rapport au bourrelet, elle freine le déplacement de l'eau et de ce fait freine la rotation de la Terre. C'est un ralentissement minime. Les journées se rallongent d'1 seconde tous les 1000 ans. Ce qui veut dire tout de même que les dinosaures ne vivaient pas des journées de 24 heures, mais de 22 heures seulement. Finalement, est-ce la nouvelle Lune ou la pleine Lune qui déclenche les grandes marées? Ça dépend de la distance Terre-Lune. La Lune a une orbite excentrique. Parfois, elle est loin de la Terre, parfois, elle est proche. Admettons qu'en mars, la Lune est au plus proche de la Terre et qu'en plus, c'est la nouvelle Lune. La grande marée a lieu le jour de la nouvelle Lune. En avril, un petit décalage d'1 jour. Au mois de mai, décalage de 3 jours. La nouvelle Lune est toujours plus proche de la Terre que la pleine Lune. La grande marée a lieu 2 jours après la nouvelle Lune. Juin, attention, nouvelle Lune et pleine Lune sont à égale distance de la Terre. La balance oscille. Et en juillet, ça y est. La pleine Lune est plus proche de la Terre. La grande marée est donc à la veille de la pleine Lune. Jusqu'au printemps, la pleine Lune va rester plus proche de la Terre. Les grandes marées auront lieu juste avant ou après la pleine Lune. Au printemps prochain, attention, nouveau tiraillement, emporté cette fois par la nouvelle Lune, qui de nouveau pendant 7 mois déclenchera les grandes marées. L'orbite de la Lune tourne lentement autour de la Terre dans un cycle d'environ 14 mois. Rien à voir avec le cycle solaire de 12 mois. L'ordre de l'univers est un foisonnement de nombreux désordres. La Terre file sur son orbite vers le solstice d'hiver que nous atteindrons dans 11 semaines, le 21 décembre. Qu'est-ce qui propulse la Terre en avant? C'est l'élan qu'elle a reçu lors de sa formation. Les lois de la gravitation universelle ont été découvertes par Isaac Newton au XVIIe siècle. On raconte qu'une pomme serait tombée sur sa tête et qu'il se demanda alors pourquoi. Parce que la masse énorme de la Terre attire la petite masse de la pomme. C'est la force d'attraction. Oui, mais alors pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre? Et la Terre dans le Soleil? Parce que la force d'attraction du Soleil est contrebalancée par la force d'inertie de la Terre, qui à elle toute seule la ferait continuer indéfiniment sur un parcours en ligne droite. La Terre est en fuite permanente, mais tenue en laisse par la force d'attraction du Soleil, et en même temps en chute permanente vers le Soleil, sauvée de cette chute par la force d'inertie. L'orbite de la Terre est l'endroit où ces deux forces sont en équilibre. C'est la masse du Soleil qui retient la Terre sur son orbite. Même chose pour la Lune. La masse de la Terre retient la Lune sur son orbite. Son orbite est déterminée par l'équilibre entre la force d'inertie qui voudrait éloigner la Lune de la Terre et la force d'attraction de la Terre qui, à elle toute seule, ferait tomber la Lune sur la Terre. Les deux planètes, Vénus et Mars, font comme nous le tour du Soleil, mais à des vitesses différentes, parce que leur distance du Soleil est différente. Vénus est plus près du Soleil que la Terre.
La force d'attraction du Soleil est donc plus grande. Si Vénus ne tombe pas dans le Soleil, c'est que les forces d'inertie qui la maintiennent en orbite sont également plus grandes et propulsent Vénus plus vite que la Terre sur son orbite. Mars est plus loin du Soleil. En plus, Mars est plus petit et sa masse fait 1/10 seulement de celle de la Terre. Les forces d'attraction et d'inertie sont plus faibles. Mars va moins vite sur son orbite et met 2 ans pour faire le tour du Soleil, le double de la Terre. Ainsi, la Terre et les planètes ont chacune leur orbite en équilibre entre la force d'attraction du Soleil et la force d'inertie, qu'on appelle aussi force centrifuge. C'est l'interaction de ces deux forces qui nous maintient tous sur orbite. Mais cet équilibre n'est pas stable, comme l'orbite synchrone d'un satellite météo qui tourne autour de la Terre à la même vitesse que la Terre tourne autour de son axe pour en photographier toujours la même partie. Les lunes du système solaire ne sont pas aussi synchrones avec leurs planètes. Notre Lune tourne beaucoup plus lentement autour de la Terre. La Lune s'éloigne de la Terre très légèrement, 3 cm chaque année. Un jour, au bout de quelques milliards d'années, elle va peut-être s'échapper. Phobos, par contre, le plus grand satellite de Mars, tourne si vite que les Martiens, s'il y en avait, le verraient passer 3 fois par jour. Les satellites qui tournent plus vite que leur planète vont s'en rapprocher et encore s'accélérer, comme le caillou qu'on fait tourner au bout d'une ficelle et qui s'accélère quand la ficelle se raccourcit. Les lois de la gravitation ne nous préservent pas du chaos. Phobos finira par se désintégrer et s'écraser sur Mars. Nous aussi, nous subissons cette force qui attire tout vers le centre de la Terre. Notre vie est un effort incessant pour surmonter la force d'attraction de la Terre quand nous voulons nous éloigner de son centre. La Terre génère de telles forces d'attraction que toutes ses parties se pressent pour être le plus près possible du centre. Cela donne une sphère. Peut-on se libérer de la force d'attraction de la Terre? Oui, si on atteint la vitesse de libération, 40 000 km/h. Pour obtenir une telle vitesse et compenser la force d'attraction de la Terre, les astronautes ont besoin de fusées très puissantes. La Lune est beaucoup moins massive. Elle a une force d'attraction faible. Pour repartir, il suffit d'une petite fusée et une vitesse de libération de 8000 km/h. La masse de la Terre et notre poids nous clouent au sol, alors que la Terre elle-même flotte en apesanteur. Pour ce voyage autour du Soleil, nous sommes embarqués sur un manège qui, tout en avançant, fait un tour complet autour de son axe en un jour et une nuit. Mais parce que son axe est incliné, la Terre, tous les jours, nous fait monter et descendre des milliers de kilomètres par rapport au plan des planètes. À Berlin, Paris, Londres, Montréal, New York, vous êtes près du 45e parallèle. Tous les jours, vous montez et vous descendez environ 3000 km. En ce moment, en automne, c'est le soir que nous sommes montés en hauteur. Ce parcours en montagne russe modifie notre vue sur le ciel. Nous voyons le petit croissant de la Lune très bas sur l'horizon, peut-être même caché dans la brume. Au printemps, par contre, le soir, nous serons descendus très bas. D'ici, les planètes et la Lune se présentent comme sur une pente plus escarpée. Le petit croissant apparaît plus haut dans le ciel. Au printemps, nous avons donc de meilleures chances de l'apercevoir. Mais ce soir, et tous les soirs d'automne, vous prenez l'ascenseur pour voir le monde d'en haut.
Nous sommes ici. La Terre nous emmène de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, que nous atteindrons dans 10 semaines. La Lune est là, sur votre écran, et en même temps, dehors, devant votre fenêtre. L'écran télé, c'est le hublot de votre vaisseau spatial Terre. Chaque jour, la Lune change de forme. Pendant 2 semaines, le croissant ira croissant tous les jours, jusqu'à la pleine Lune. Ensuite, pendant 2 semaines, la Lune sera décroissante. Les croissants s'aminciront de jour en jour. Ces jours-ci, vous voyez la Lune croissante en fin d'après-midi, mais certainement pas le matin. Pourquoi pas le matin? Comme la Terre tourne, Soleil et Lune semblent traverser le ciel de gauche à droite. La Lune croissante est à gauche du Soleil. Le croissant est la partie de la Lune éclairée par le Soleil, donc toujours dirigée vers le Soleil. Le matin, quand le Soleil se lève, la Lune, en bas à gauche, est encore sous l'horizon, on ne la voit pas. Elle se lève après le Soleil, à gauche du Soleil. Puis pendant la journée, elle traverse le ciel après le Soleil, elle suit le Soleil. Le soir, la Lune se couche après le Soleil. Elle a donc encore 2 ou 3 heures pour briller avant de se coucher à son tour. Dans 2 semaines, la Lune, en tournant autour de la Terre, va passer à droite du Soleil. Là, on la verra le matin, car la Lune se lèvera avant le Soleil. Et à sa droite. Ce sera la Lune décroissante. Elle traversera le ciel à droite du Soleil et se couchera avant le Soleil. Le soir, on ne pourra plus la voir. On voit la Lune décroissante le matin parce qu'elle est à droite du Soleil avant le Soleil. On voit la Lune croissante le soir, comme cette semaine, parce qu'elle est à gauche du Soleil, après le Soleil. Mais comment savoir, au premier coup d'œil, si la Lune est croissante ou décroissante? En pensant au dicton « menteur comme la Lune ». La demi-lune croissante inscrit dans le ciel un D majuscule comme décroissant. Menteur comme la Lune. Quand la Lune forme la lettre C comme croissant, elle est décroissante. Menteur comme la Lune. Quand la Lune est à gauche du Soleil, elle fait un D. Quand elle est à droite du Soleil, elle fait un C. Près de l'équateur, le croissant est couché à l'horizontale, comme un bateau dans le ciel, car le croissant est toujours dirigé vers le Soleil, puisque c'est le Soleil qui l'éclaire. À l'équateur, le Soleil se couche perpendiculairement à l'horizon, le croissant de la Lune est dirigé vers le bas. À l'équateur, la Lune ne ment pas, elle nous mène en bateau. La Lune dans sa face croissante, visible le soir, est éclairée par le Soleil qui vient de se coucher à droite derrière l'horizon. Allons vers le sud. D'abord, nous passons l'équateur, Soleil et Lune ne bougent pas, puis nous arrivons dans l'hémisphère sud. Soleil et Lune n'ont rien changé à leur position. Mais attention, celui qui les regarde aurait la tête en bas. Remettons-le à l'endroit. Voilà. La Lune est à droite, le croissant est inversé, il forme un C, comme croissant. Ici dans le sud, la Lune n'est plus menteuse, et le Soleil s'est couché à gauche, pas à droite. Dans l'hémisphère sud, le Soleil se lève à l'est, comme chez nous, mais à midi, il n'est pas au sud, il est au nord. Puis il se couche à l'ouest, comme chez nous, mais il traverse le ciel de droite à gauche, en sens inverse. La Lune et les étoiles également. Quand la Lune passe plein sud, elle est parfois assez basse sur l'horizon, un peu comme le Soleil en hiver. Mais quelques jours plus tard, la Lune se trouvera visiblement plus haute dans le ciel. Et une semaine plus tard, encore plus haute. C'est la Lune montante, qu'il ne faut pas confondre avec la Lune croissante. Et la Lune descendante n'a rien à voir avec la Lune décroissante. La Lune, en tournant autour de la Terre, monte et descend dans le ciel. Pourquoi? À cause de l'axe incliné de la Terre, elle monte et descend en un mois. Regardons la Lune devant les constellations du zodiaque.
La Lune, devant la constellation du Sagittaire, est basse sur l'horizon, comme le Soleil est bas en décembre. Après 2 semaines, la Lune montante sera en Gémeaux, haute dans le ciel, comme le Soleil au mois de juin. Puis dans 2 semaines, ce sera la Lune descendante. La Lune passe tous les jours 50 minutes plus tard. Mais surtout, elle passe tous les jours plus haut que la veille ou plus bas. Prenez un repère, l'immeuble d'en face ou l'enfilade de votre rue, et découvrez la Lune montante ou descendante. La Lune fait le tour de la Terre, mais en combien de jours? Ça dépend si on compte du point de vue de la Lune ou de la Terre. Prenons comme point de départ la nouvelle Lune, le jour où la Lune est en alignement avec le Soleil. En partant d'ici, pour faire un tour complet de son orbite, et revenir ici, elle met un peu plus de 27 jours. Mais la Terre a avancé sur son orbite, et au bout de ces 27 jours, la Lune est ici. Elle a bien bouclé sa boucle, mais elle n'est pas encore revenue dans son alignement avec le Soleil. Ce n'est pas encore la nouvelle Lune. La Lune met 2 jours de plus pour s'aligner de nouveau avec le Soleil. 29 jours. Alors que la Lune retrouve son point de départ au bout d'un peu plus de 27 jours, de nouvelle Lune à nouvelle Lune, elle met 29 jours. Dans votre calendrier, comptez les jours d'une nouvelle Lune à l'autre. Ce décalage de 2 jours se reproduit chaque mois et crée un cycle de 13 mois et demi, ce qui correspond au cycle des grandes marées. Tout se tient dans la mécanique du ciel. Nous sommes ici. La Terre parcourt la partie de son orbite qui nous emmène de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, que nous atteindrons en 9 semaines. D'un soir à l'autre, la Lune apparaît plus ronde et plus lumineuse. D'où vient cette lumière? Du Soleil. C'est le Soleil qui éclaire la Lune. La Lune est toujours éclairée à moitié par le Soleil. La Terre aussi. Et les planètes à gauche et à droite de la Lune, par exemple Saturne et Jupiter, qu'est-ce qui les fait briller? C'est encore le Soleil. Jupiter est une planète. Elle renvoie la lumière du Soleil, comme un miroir. La Terre fait la même chose. Si on la regardait depuis Jupiter, la Terre brillerait comme les autres planètes. Saturne nous renvoie également la lumière du Soleil, moins que Jupiter, parce que Saturne en est 2 fois plus éloigné. Juste au-dessus de Saturne, vous pouvez voir Algénib. Ce n'est pas une planète, c'est une étoile. Elle est infiniment plus éloignée que Saturne. Sa lumière, elle la génère elle-même. Algénib, comme notre Soleil, est peut-être entouré de planètes, mais vu de si loin, de 1600 années-lumière, Algénib, comme notre Soleil, n'est qu'une petite étoile. La lumière du jour nous vient du Soleil. Le clair de lune, c'est la lumière du Soleil que la Lune nous renvoie. Les planètes, également, nous renvoient la lumière du Soleil. Par contre, les étoiles rayonnent elles-mêmes, comme notre Soleil. Environ tous les 5 ans, Mars et Vénus sont visibles dans le ciel du soir, près l'un de l'autre, comme en automne 97. 4 mois auparavant, Mars était la seule planète visible le soir. Puis Vénus est apparue à côté de Mars. Pourquoi? Les planètes bougent, tournent autour du Soleil, comme la Terre. Elles apparaissent à des endroits différents. Elles vagabondent à travers le ciel. C'est ce qui leur a valu leur nom de planète. En grec, planétès signifie vagabond. Si vous achetez une carte du ciel, vous y trouverez toutes les étoiles, leur nom, leur position, mais aucune des planètes. Les planètes sont sans domicile fixe. Vu de la Terre, Vénus et Mars semblent se rapprocher. Mais en réalité, ils ne se rapprochent pas du tout. Ils suivent leurs orbites et la Terre les précède. 2 semaines plus tard, Vénus et Mars apparaissent alignés, en conjonction.
Ensuite, Vénus parcourt ce virage. La Terre progresse sur son orbite et Mars plus lentement sur la sienne. 2 mois plus tard, ça nous donne cette nouvelle conjonction. Après, Vénus va passer devant le Soleil, elle va donc disparaître pour quelques semaines, alors que Mars, avec sa lenteur, va rester visible dans le ciel du soir. Elles le méritent bien leur nom de vagabondes, les planètes. Le soir de la pleine lune, c'est le soir où la Lune, qui tourne autour de la Terre en 4 semaines, est au plus loin du Soleil. Elle est en face du Soleil. La Lune, comme la Terre et comme toutes les planètes, est toujours éclairée à moitié par le Soleil. Et le soir de la pleine Lune, elle nous présente toute la moitié que le Soleil éclaire, parce qu'elle est en face du Soleil, en opposition avec le Soleil. Chaque mois, la Lune s'aligne avec la planète Saturne. Bien entendu, la Lune est toute proche de la Terre. Saturne est 3000 fois plus lointaine. Mais le soir de leur conjonction, vue de la Terre, ces 2 astres se trouvent dans la même direction. Terre et Lune se glissent entre le Soleil et Saturne pour que la Lune soit alignée avec Saturne. Dans les 4 semaines suivantes, la Lune va faire un tour complet autour de la Terre et reviendra s'aligner avec Saturne. Exceptionnellement, cet alignement peut être si précis que la Lune passe exactement devant Saturne et pendant 1 heure, le cache. Nous vous montrerons cette occultation de Saturne par la Lune. À quand un tel rendez-vous entre Vénus et la pleine Lune? Jamais. L'orbite de Vénus est à l'intérieur de l'orbite de la Terre, alors que la pleine Lune doit être à l'extérieur pour être éclairée pleine face par le Soleil. La pleine Lune, toujours à l'extérieur, ne pourra donc jamais s'aligner avec Vénus, à l'intérieur. Pourtant, Vénus a bien des rendez-vous avec la Lune, quand la Lune se trouve à l'intérieur de l'orbite de la Terre, là où circule Vénus. Lune croissante, et 3 semaines plus tard, Lune décroissante. Au moment de ces alignements avec Vénus, ce n'est pas une pleine Lune, c'est un croissant qui apparaît, car la Lune est éclairée de côté par le Soleil. Les rendez-vous avec la pleine Lune sont réservés aux planètes extérieures, quand elles passent en opposition avec le Soleil. Mars, Jupiter, Saturne. Mais attention, après son alignement avec Saturne, la Lune continue son périple et se trouve donc chaque soir à 2 largeurs de main plus à gauche que la veille. Comme le Soleil actuellement se lève de plus en plus tard, mais pas vous, regardez le ciel le matin. Et là, au sud, vous verrez la grande constellation Orion. Oui, Orion est réapparu. Nous l'avons vu en avril dans cette même position, le soir. Mais comme la Terre a continué son voyage autour du Soleil, Orion, peu à peu, a glissé vers l'ouest, hors de notre champ de vision. Mais pourquoi Orion se retrouve dans la même position qu'il y a 6 mois? Pas le soir, mais le matin. Il y a 6 mois, la Terre était ici. Pour voir Orion, qui est infiniment loin du système solaire, il faut se mettre comme ça. En avril, Orion était à gauche du Soleil. On le voyait le soir. Puis la Terre a progressé sur son orbite et le Soleil s'est glissé entre la Terre et Orion. Tous les jours, Orion traversait le ciel, invisible, masqué par le ciel bleu illuminé par le Soleil. La Terre a encore progressé et depuis septembre, Orion devient peu à peu visible à droite du Soleil. Situé ainsi, à droite du Soleil, Orion, le matin, précède le Soleil, nous le voyons avant que le Soleil se lève. Tout ce qui est à droite du Soleil, que ce soit la Lune, les planètes ou les étoiles, est visible le matin. Si vous ne regardez le ciel que le soir, vous ratez la moitié du spectacle. Nous sommes ici. La Terre nous amène de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, que nous atteindrons dans 8 semaines.
En ce moment, l'astre le plus brillant dans le ciel du soir, c'est Jupiter, la planète la plus grande du système solaire, 300 fois plus massive que la Terre. Rien que la célèbre tache rouge, un ouragan millénaire, est 4 fois plus grande que la Terre. Jupiter est une sphère faite de gaz. On ne pourra jamais y atterrir car il n'y a pas de terre ni de surface. Au centre de cette énorme sphère de gaz se trouve sans doute un noyau rocheux ou métallique, grand comme la Terre. Le diamètre de Jupiter est 12 fois celui de la Terre. Sa masse est 300 fois plus grande que la Terre. Les forces d'attraction empêchent les 4 lunes galiléennes de tourner sur elles-mêmes. Elles sont liées à Jupiter et lui présentent toujours le même côté. Une de ces lunes, Io, est tellement tiraillée entre la force gravitationnelle de Jupiter et des autres satellites qu'elle se déforme, ce qui est peut-être la cause mystérieuse de son réchauffement et de ses éruptions volcaniques. Par sa masse et ses forces d'attraction, Jupiter a fait le vide autour de lui. Jupiter a accaparé toute la matière interstellaire de son environnement, empêchant toute autre planète de se former dans sa proximité. Jupiter n'a qu'un voisin, Saturne. Voisin lointain, il se tient à une distance de 700 millions de kilomètres. Côté Soleil, pas de planète voisine, mais seulement la ceinture des astéroïdes, en bas, à droite. Bravo aux astronomes de l'Antiquité, qui ont deviné l'importance de cette planète et lui ont donné le nom de Jupiter, ce qui signifie « Père et Maître des dieux ». Galilée, au début du XVIIe siècle, a découvert les 4 satellites de Jupiter, les lunes galiléennes, visibles avec des jumelles, et qui tournent tellement vite autour de la planète qu'elles changent de position tous les soirs. Mais Jupiter est entouré de 16 satellites. C'est un petit système solaire en soi, comme les 9 planètes qui tournent autour du Soleil. En plus des planètes, le Soleil est entouré par la ceinture des astéroïdes. 2 anneaux, invisibles depuis la Terre, entourent Jupiter. Ce mini-système solaire est vraiment mini-mini, c'est un millième de la masse du Soleil. Par contre, à l'échelle des planètes, Jupiter, à lui tout seul, pèse le double de toutes les autres planètes, y compris la Terre. Son influence s'étend loin dans le système solaire. À 800 millions de kilomètres, sur l'orbite de Jupiter, 2 groupes d'astéroïdes, les Troyens, précèdent et suivent Jupiter comme une escorte lointaine du père des planètes. Le Soleil et Jupiter se sont formés en même temps il y a 4,5 milliards d'années, au centre d'une même nébuleuse, en attirant et en accaparant de la matière. En attirant de plus en plus de matière, le Soleil est devenu tellement massif que les pressions intérieures provoquent des réactions nucléaires permanentes, d'où son rayonnement. Pendant que le Soleil se formait, 700 millions de kilomètres à l'écart, Jupiter faisait la même chose. Mais le résultat ne fut pas le même. Seulement une grande planète, avec des anneaux et des satellites. Et Jupiter est un Soleil raté. Il n'a pas attiré assez de matière interstellaire. Sinon, il serait devenu un Soleil et aurait éclairé nos nuits. Les planètes qui tournent autour du Soleil forment 2 clans très différents. Près du Soleil, les 4 planètes solides, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Loin du Soleil, les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est l'éloignement du Soleil qui a déterminé le destin des planètes. Près du Soleil, il faisait chaud, les gaz se sont évaporés. Mercure n'a plus d'atmosphère, la Terre n'a conservé qu'une très mince couche de gaz, l'air que nous respirons. Loin du Soleil, les gaz, l'hydrogène et l'hélium, se sont maintenus pour former des planètes géantes comme Jupiter. Près du Soleil, les forces d'attraction sont plus grandes. Le Soleil freine la rotation des planètes proches, Mercure et Vénus.
Loin du Soleil, Jupiter et Saturne tournent 2 fois plus vite que la Terre. Près du Soleil, la Terre n'a qu'une seule lune. Mercure et Vénus n'en ont aucune. Loin du Soleil, Jupiter et Saturne ont une multitude de satellites et des anneaux. Jupiter est une planète comme la Terre, mais c'est un monde très différent du nôtre. La semaine prochaine, ce sera la fin de l'heure d'été. Nous retarderons nos montres d'1 heure. Nos montres, en indiquant l'heure, indiquent la position de la Terre par rapport au Soleil. En principe, quand le Soleil passe le méridien de Paris, il est midi à Paris. La Terre fait un tour complet en 24 heures, et toutes les heures, la Terre présente au Soleil une autre tranche. La Terre est donc divisée en 24 tranches, en 24 fuseaux horaires. 1 heure après avoir présenté au Soleil le méridien de Prague, la Terre va présenter au Soleil le méridien de Paris. 2 heures après, la Terre présente au Soleil le méridien sur lequel se trouve le Brésil et aussi le Groenland. Encore 2 heures plus tard, le Soleil passe le méridien de New York. Et 3 heures plus tard, Los Angeles. Sous le régime de l'heure d'été, ces fuseaux horaires sont décalés vers l'est. Pendant l'été, les Anglais vivent à l'heure de Prague, les Français et les Allemands à l'heure d'Istanbul. Dans quelques jours, en remettant nos horloges à l'heure, nous ramenons les fuseaux horaires vers leur vraie position, là où l'heure locale correspond plus ou moins à la position de la Terre par rapport au Soleil. Les cadrans solaires, incorruptibles, n'ont jamais dévié de l'heure que le Soleil indique. Depuis le début de l'année, nous avons parcouru 770 millions de kilomètres sur l'orbite de la Terre. En 10 minutes, pendant que vous regardez ces images, vous allez faire 18 000 kilomètres de plus. Nous sommes ici, et nous atteindrons la station solstice d'hiver dans 7 semaines. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3 heures du matin, on a remis les horloges à 2 heures. Nous avons quitté l'heure d'été. Vous avez retardé vos montres d'1 heure, et le matin, vous avez pu dormir 1 heure de plus. Pourquoi? Sous le régime de l'heure d'été, on nous dit « Levez-vous, il est 8 heures », bien que le Soleil soit encore dans sa position de 7 heures. Nos montres, en heure d'été, sont en avance sur le Soleil. L'heure d'été, c'est comme si on nous avait déménagé 1000 km vers l'est. Ainsi, à Paris, on se retrouve dans le fuseau horaire d'Istanbul. En été, on change l'heure artificiellement pour économiser de l'énergie, en éteignant les lumières plus tôt. Les soirs d'été, on nous dit officiellement « Il est 22 heures, allez vous coucher ». Alors que la Terre, par rapport au Soleil, est encore dans sa position de 21 heures. Maintenant, le dernier week-end d'octobre, nous voici reconnectés avec la vraie rotation de la Terre. Nous revenons dans notre vrai fuseau horaire. Et nos montres indiquent de nouveau presque l'heure réelle. Pourquoi presque? Chaque minute, la Terre présente au Soleil un autre méridien. Chaque ville a une heure locale différente. Durant toute l'histoire de l'humanité, cela n'a gêné personne, jusqu'au moment où les gens ont commencé à s'envoyer des télégrammes et à se parler au téléphone d'un pays à l'autre. Là, il fallait se mettre d'accord sur l'heure qu'il était. La Terre fait un tour complet en 24 heures. En 1 heure, elle tourne de 15 degrés. On divisait donc la Terre en 24 fuseaux horaires de 15 degrés. C'est l'angle que le Soleil semble parcourir en 1 heure. Tous les endroits du même fuseau marchent à la même heure. Mais on ne s'est pas contenté de ces fuseaux de 15 degrés. Pour faciliter les communications, certains pays ont instauré une large zone d'heure artificielle qui déborde sur plusieurs fuseaux. L'heure de Prague est la même pour Madrid, Paris et Varsovie, alors que ces villes sont situées dans 3 fuseaux horaires différents. Le Soleil passe le méridien de Prague à midi, les horloges à Prague indiquent midi, tout est normal. Mais le Soleil met presque 1 heure pour arriver à la verticale de Paris.
Et là, les montres des Parisiens n'indiquent pas midi, mais presque 13 heures, l'heure de Prague. Nous vivons en permanence décalés d'1 heure par rapport à la rotation de la Terre. Mais où commence et où finit le périple annuel de la Terre? Notre nouvel an du 1er janvier, décrété en 1563 par Catherine de Médicis, ne correspond à rien. Le 21 juin, le jour du solstice d'été, aurait fait un beau nouvel an. D'ailleurs, le monument préhistorique de Stonehenge, en Angleterre, marque le lever du soleil au solstice d'été. Un autre nouvel an très pratique aurait été l'équinoxe de printemps. C'est le point zéro, le point vernal, que les astronomes utilisent pour tous leurs calculs. Mais les papes et les rois étaient toujours plus forts que les scientifiques. Notre 1er janvier est donc un compromis entre une fête païenne, le solstice d'hiver du 21 décembre, la date de naissance de Jésus-Christ, un 24 décembre, et le premier jour d'un mois du calendrier romain. Comme le calendrier romain ne commençait pas en janvier, mais en mars, les mois se retrouvent avec une fausse numérotation. Notre septembre, comme 7, n'est plus le 7e mois, mais le 9e. Novembre, comme 9, n'est plus le 9e mois, mais le 11e. Et décembre, comme 10, n'est plus le 10e mois, mais le 12e. Tout ça n'a pas fait dévier la Terre de son orbite. Ce voyage ne se déroule pas toujours à la même vitesse, car la Terre, quand elle est près du Soleil, avance un peu plus vite, et quand elle est éloignée du Soleil, un peu plus lentement. Ce week-end, le retard de la Terre par rapport au Soleil atteint son maximum, et ce retard, vous pouvez le voir. Prenez des repères chez vous. Notez où le Soleil se couche, sur l'immeuble en face ou sur l'horizon. Le jour du solstice d'hiver, le Soleil se couche ici. Le jour du solstice d'été, ici. Chaque année, au fur et à mesure que les jours s'allongent puis raccourcissent, le Soleil fait un aller-retour. Et à chaque coucher de soleil de printemps, correspond un coucher de soleil d'automne. À l'équinoxe de printemps, le Soleil se couche ici, à 20 h. À l'équinoxe d'automne, au même endroit, à 20 h également. Mais avant et après l'équinoxe, les choses se passent différemment. 6 semaines avant l'équinoxe de printemps, le Soleil s'est couché ici, à 19 h. Et 6 semaines après l'équinoxe d'automne, aujourd'hui, ici, exactement au même endroit. Et à la même heure? Et non. Une demi-heure avant, à 18 h 30. Pourquoi au même endroit, mais pas à la même heure? Parce qu'en automne, la Terre a pris du retard. Le Soleil est donc en avance. Le Soleil se couche au même endroit qu'au printemps, mais une demi-heure plus tôt, en avance. En automne 97, tous les soirs, Vénus et Mars apparaissaient de plus en plus rapprochés, jusqu'à ce qu'ils soient alignés l'un avec l'autre. Comment les 3 planètes, Vénus, la Terre et Mars, sont arrivés à cet alignement? 2 mois auparavant, la Terre était ici, Vénus ici, et Mars là. Puis la Terre et les 2 planètes ont progressé sur leur orbite. On voit bien que l'angle entre Vénus et Mars diminue. Et là, début novembre 97, ça y est, ils sont en alignement, en conjonction. Quand les 3 planètes continuent, Vénus, en prenant ce virage, se déporte de l'autre côté de Mars. Et 2 mois plus tard, on se retrouve dans une deuxième conjonction, Vénus-Mars. Et qu'est-ce qu'il y a là, en haut à gauche? Jupiter. Jupiter, planète lointaine, bouge très lentement. Mais comme Vénus, la Terre et Mars courent sur leur orbite proche du Soleil, Jupiter se glisse peu à peu dans le même axe. En réalité, ces planètes restent très éloignées les unes des autres. Ce n'est que de notre point de vue qu'elles paraissent proches. Nous sommes ici, et nous faisons route vers le solstice d'hiver, que nous atteindrons dans 6 semaines. Ce voyage, vous le faites sur une boule qui tourne autour de son axe. Vous voyez la Terre tourner, vous voyez les heures s'écouler sur les cadrans solaires,
Ils sont en quelque sorte un modèle réduit de l'axe de la Terre. Quand la Terre tourne, l'ombre marque l'heure et la rotation de la Terre. D'autres repères montrent la rotation de la Terre. L'ombre d'un arbre qui se déplace au cours de la journée, ou les rayons de soleil qui entrent par la fenêtre et qui glissent lentement sur le sol. C'est comme ça que tous les jours, à tout moment, sans instrument astronomique, vous pouvez voir la Terre tourner. Mais la rotation de la Terre empêche d'observer le ciel. Nous sommes accompagnés par les planètes, mais nous avons du mal à observer leur mouvement. Si la Terre avançait sur son orbite sans tourner sur elle-même, comme un train sur son rail, nous aurions tout le temps de voir à notre droite les planètes que nous doublons, par exemple Mars, et à notre gauche, Mercure ou Vénus, les planètes qui vont plus vite. Mais la Terre est un énorme manège qui, en avançant, tourne autour de son axe. Tout semble tourner car notre champ de vision tourne avec la Terre. Et nous voyons le Soleil traverser le ciel. Mais ce n'est que l'effet de la rotation de la Terre. Et la nuit, la rotation de la Terre fait défiler devant vous lune, planètes, étoiles, et vous empêche de distinguer les vrais mouvements des astres. À cause de la rotation de la Terre, nous voyons le ciel comme un pilote qui essaierait d'atterrir sur la piste alors que son avion est en vrille. Il faudrait stabiliser notre champ de vision. Par exemple, pour observer et comprendre le vrai mouvement de la Lune, il faut vous libérer des effets de la rotation de la Terre. En prenant des repères, à l'horizon, dans l'enfilade de votre rue ou sur l'immeuble en face de chez vous. Et là, regardez le passage de la Lune. La Lune qui traverse le ciel de gauche à droite, ce n'est pas le vrai mouvement de la Lune, c'est l'effet de la Terre qui tourne. Le vrai mouvement de la Lune, vous le verrez quand la Lune, demain soir, sera à 2 largeurs de main plus à gauche que la veille. Et le lendemain, encore plus à gauche. Ce décalage d'un soir à l'autre montre que la Lune tourne autour de la Terre. Et en 29 jours, après un tour complet, elle reviendra de nouveau sur votre repère de ce soir. C'est ça le vrai mouvement de la Lune. Pendant ce temps, la Terre continue son voyage autour du Soleil. Comment voir ce mouvement? Au fur et à mesure que la Terre progresse, l'angle des rayons du Soleil change. En ce moment, la moitié nord de la Terre se détourne de plus en plus du Soleil. Le Soleil, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, passe plus près de l'horizon. À midi, l'ombre sur l'immeuble en face va monter de semaine en semaine. Et les rayons de soleil pénètrent tous les jours un peu plus loin vers le fond de la pièce. Regardez ces rayons et imaginez la position de la Terre dans le système solaire. Imaginez votre place dans l'univers. Pendant ce voyage, 8 planètes nous accompagnent. Nous pouvons en voir 4. Vénus, notre voisine vers l'intérieur, côté Soleil. Mars, notre voisin vers l'extérieur. Jupiter, très loin mais très brillant. Et Saturne, encore plus loin. Comme les planètes filent sur leur orbite à des vitesses différentes, elles changent constamment de position dans le ciel. Et puis elles vont très vite. Vénus, 125 000 km/h. Mercure, 180 000 km/h. Mais comme nous les voyons de très loin, leurs déplacements gigantesques deviennent très petits et semblent très lents. Nous ne pouvons pas percevoir des mouvements très lents. Alors comment voir le mouvement des planètes? Pour voir une fleur éclore, nous devons artificiellement accélérer son mouvement. Ici, sur votre écran, nous accélérons les mouvements des planètes pour vous les montrer. Dans la réalité, vous pouvez d'une certaine manière accélérer le mouvement des planètes. Prenez des repères, un arbre, une maison, puis comparez la progression des planètes d'une semaine à l'autre. Vénus, Mars et Jupiter. Vous verrez leurs déplacements, vous pourrez imaginer leur orbite
et voir le fonctionnement du système solaire. Un tour complet de la Terre autour du Soleil, c'est 360 degrés que la Terre parcourt en 365 jours, donc 1 degré par jour. D'une nuit à l'autre, les étoiles apparaissent 1 degré plus à droite. Mais chaque nuit, la rotation de la Terre fait basculer tout le ciel avec toutes les étoiles. Alors comment percevoir ce tout petit décalage quotidien de 1 degré? En prenant des repères. Des arbres à l'horizon, le toit d'un immeuble ou l'enfilade de la rue. Et un repère dans le temps. La même heure tous les soirs. Si vous regardez chaque soir à la même heure dans la même direction, vous verrez le décalage des étoiles. La Terre est dans la même position que la veille et vous n'êtes donc plus gêné par la rotation de la Terre. Libéré des effets de notre rotation, vous pourrez voir d'un soir à l'autre ou d'une semaine à l'autre la progression de la Terre sur son orbite. Elle se dessine dans ce tout petit décalage des étoiles chaque soir, une largeur de main chaque semaine. Pour comprendre les mouvements des astres, pas besoin d'instruments sophistiqués. Il suffit de prendre des repères. Et c'est gratis. C'est un voyage réel. En ce moment, pendant que vous regardez ces images, la Terre vous emmène à 107 000 km/h à travers l'espace. Nous sommes ici. Nous arriverons dans 5 semaines à cette station solstice d'hiver, le jour le plus court. La Lune, en tournant autour de la Terre, se rapproche chaque mois de l'axe Terre-Saturne. Puis elle se glisse exactement entre la Terre et Saturne, qui est 4000 fois plus éloignée. À de rares occasions, tous les 4 ou 5 ans, la Lune fait disparaître Saturne. Et là, exceptionnellement, grâce à Saturne, vous pouvez voir le mouvement de la Lune en direct. La Lune s'approche de plus en plus de Saturne. Et tout d'un coup, avant que la Lune ne les rejoigne, Saturne disparaît, comme effacée du ciel. La planète a été cachée par la partie non éclairée de la Lune. Au bout d'1 heure environ, au bord du disque lunaire, à droite, Saturne réapparaît. En regardant avec des jumelles, c'est comme si un petit ballon lumineux s'envolait lentement de la Lune. Ce petit point lumineux, c'est en fait la planète géante Saturne qui réapparaît. Grâce à Saturne, on a pu voir la Lune bouger. Saturne est la plus lointaine des planètes visibles sans télescope. Elle est 10 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Saturne met 30 ans pour faire un tour complet du Soleil. Pendant votre vie, Saturne n'aura fait que 3 tours. Pendant 15 ans, nous voyons le dessus des anneaux de Saturne. Au moment où la Terre croise le plan des anneaux, on ne les voit plus. Puis pendant 15 ans, nous voyons le dessous. Lors du dernier croisement, en 1995, les anneaux ont disparu 3 fois de suite, ce qui montre bien le mouvement rapide de la Terre. Au printemps, la Terre s'est alignée peu à peu avec le plan des anneaux et l'a traversé. Les anneaux disparaissent. En été, la Terre avançant plus vite que Saturne, elle a traversé une 2e fois le plan des anneaux. Puis en hiver, les anneaux ont disparu une 3e fois. Cette fois, la Terre est passée côté sud des anneaux. Et nous les verrons par-dessous jusqu'au 9 avril 2009. D'où viennent les anneaux de Saturne, et ceux moins spectaculaires des autres planètes extérieures, Jupiter, Uranus et Neptune. Chaque astre, chaque planète, exerce une force d'attraction sur l'espace qui l'entoure. Autour de chaque planète, il existe une limite qu'aucun satellite, ni comète, ni astéroïde ne peut franchir sans être déformé, puis disloqué par les forces d'attraction de la planète. Autour de Saturne, la limite se trouve à 80 000 km, et les astéroïdes qui franchissent cette limite sont désintégrés.
la force d'attraction de Saturne tire plus fort sur la partie proche de l'astéroïde que sur l'autre partie. Sous le tiraillement de ces forces différentes, l'astéroïde se disloque. Les débris se cognent les uns aux autres et après de multiples collisions, ces cailloux forment un disque dans le plan équatorial de la planète, un peu comme le plan dans lequel les planètes gravitent autour du Soleil. Si notre Lune quittait son orbite, c'est à 18 000 km qu'elle serait déchirée en morceaux par les forces d'attraction de la Terre. Les débris formeraient un anneau autour de notre équateur. Et en hiver, le Soleil se coucherait derrière un rideau de pierre de lune. Saturne est une énorme boule gazeuse, presque aussi grande que Jupiter. La Terre tiendrait 10 fois dans le diamètre de Saturne. Saturne tourne plus vite que la Terre autour de son axe, en 10 heures seulement. Une boule de gaz qui tourne aussi vite est forcément déformée par les forces centrifuges. Saturne est la plus aplatie des planètes. La Terre, planète solide, est aplatie de 40 km seulement. Jupiter, grande planète gazeuse, tournant plus vite que la Terre, est aplatie de 8000 km. Saturne de 12 000 km. On pourrait placer la Terre entière dans l'aplatissement de Saturne. Saturne détient également le record de faible densité. La Terre est faite de la matière la plus dense de toutes les planètes, 5 fois plus dense que l'eau. Un décimètre cube de Terre pèse 5 kg, alors qu'un décimètre cube d'eau, 1 litre, ne pèse qu'1 kg. Un décimètre cube de Saturne ne pèse que 700 grammes, ce qui est plus léger que l'eau. S'il y avait quelque part une mer assez grande, Saturne flotterait à la surface, alors que la Terre coulerait à pic. En plus de ces anneaux célèbres, Saturne est entourée d'une multitude de satellites qui gravitent autour d'elle. Le plus grand, Titan, est aussi le plus grand satellite du système solaire. Il a la taille d'une planète, plus grand que Mercure. Titan est le seul satellite à être enveloppé d'une atmosphère, 5 fois plus dense que l'atmosphère de la Terre. La surface de Titan est un mélange de roches et de glace. Il fait très froid, moins 170 degrés. Les lacs que vous voyez, ce n'est pas de l'eau, mais du méthane liquide. Dans l'atmosphère de Titan se forment des molécules organiques de plus en plus complexes. Elles pourraient être au seuil d'une évolution de vie primitive, de bactéries. Actuellement, la sonde Huygens est en route pour Titan. Elle arrivera dans le voisinage de Saturne en 2004 et sera parachutée sur Titan pour y analyser l'atmosphère. La vie pourrait-elle naître dans les glaces de Titan? Vous en saurez plus en l'an 2004. Nous sommes ici. Nous atteindrons la station Solstice dans 4 semaines. La semaine dernière, vous avez peut-être vu des étoiles filantes, les Léonides. Elles s'appellent Léonides parce qu'elles semblent venir de la constellation du Lion, à mi-chemin entre la Grande Ourse, à gauche en haut, et Sirius, à droite, à peine au-dessus de l'horizon. En réalité, les étoiles filantes, poussière de comètes, n'ont rien à voir avec les étoiles qui forment la constellation du Lion, des milliards de fois plus éloignées. Les comètes laissent des débris que la Terre traverse. Ce sont les étoiles filantes. Tout près de nous, à une centaine de kilomètres d'altitude, ces minuscules poussières s'enflamment au contact de l'atmosphère de la Terre. Les Léonides sont éparpillés sur la trajectoire de la comète Tempel-Tuttle, qui à chaque passage, tous les 33 ans, laisse de nouveaux débris et provoque un renouveau d'étoiles filantes. L'astronome italien Schiaparelli avait observé un passage en 1866 et prédit une pluie d'étoiles filantes pour la fois suivante. Mais il n'avait pas compté avec Jupiter, qui passa près de la trajectoire de la comète. Le champ gravitationnel de la planète géante dévia les particules loin de la Terre, pas d'étoiles filantes. Depuis,
La comète Tempel-Tuttle est passée plusieurs fois. Elle a bien rechargé sa trajectoire de nouveaux débris, dont quelques-uns s'enflamment au contact de l'atmosphère de la Terre. Au cours des millénaires, des tonnes de météorites sont tombées sur la Terre. Nous ont-ils apporté ce qui a déclenché la vie sur Terre? On ne le sait pas. Est-il possible que des comètes ou des astéroïdes aient apporté les éléments chimiques nécessaires pour que la vie commence sur Terre? Des micro-organismes ayant survécu à un voyage dans l'espace, comme des bactéries préservées dans l'ambre pendant des millénaires. Mais il se peut également que la vie sur Terre s'éveille sans apport extérieur, par exemple sous l'effet de coups d'éclair dans un marécage d'eau et de méthane. C'est quoi la vie? Au départ, c'est une molécule qui apprend à faire une copie d'elle-même. Sous certaines conditions, cette multiplication se serait produite spontanément sur Terre. Ces conditions peuvent exister à bien des endroits en dehors de la Terre. Sur notre Lune? Ah non, là il n'y a ni atmosphère ni eau. Les cratères et les marques d'impact n'ont pas changé depuis des milliards d'années. Les seules marques de vie sont les empreintes des astronautes qui ont marché sur la Lune il y a un quart de siècle et qui resteront, elles aussi, intactes pour des millénaires. Y aurait-il de la vie sur les autres planètes? Ou en dehors du système solaire? Sommes-nous seuls dans l'univers? Depuis des siècles, nous scrutons Mars. En 1976, la sonde Viking qui survole Mars transmet une photo stupéfiante. Dans le paysage martien, un visage humain nous regarde. Ce n'était bien entendu que l'ombre d'un monticule. Mais au-delà de la légende des petits hommes verts, les traces éventuelles de microbes martiens nous ont été révélées. Sur le sol aride de Mars, on distingue les traces d'anciennes rivières. Donc, il y a des milliards d'années, il y avait de l'eau sur Mars. Y avait-il également de la vie? Il y a 16 millions d'années, un grand astéroïde serait tombé sur Mars, éjectant des fragments de sol dans l'espace. La masse de Mars n'étant qu'un dixième de celle de la Terre, il suffit de peu d'énergie pour mettre des cailloux sur orbite. Un de ces cailloux, devenu météorite, après avoir tourné longuement autour du Soleil, a finalement croisé l'orbite de la Terre et atterri dans l'Antarctique. Découvert et analysé, ce messager martien aurait fourni des preuves de vie primitive. Ceux qui en doutaient encore peuvent maintenant bâtir leur certitude sur ces traces infimes de caca de microbes. On a cherché aussi du côté de Jupiter. Les sondes spatiales ont survolé Europe, une des lunes de Jupiter. Sa surface est une croûte épaisse de glace qui couvre peut-être un océan. La présence d'eau fait penser qu'il pourrait y avoir de la vie. Mais quelle vie par moins 150 degrés? Au mieux, des bactéries comme celles qui vivent dans nos glaces polaires, mais certainement pas des extraterrestres qui partageraient notre engouement pour l'exploration spatiale. Des sondes explorent aussi Saturne. Il y aurait peut-être des micro-organismes sur Titan, un satellite de Saturne. Mais il y a nulle part dans le système solaire des extraterrestres avec lesquels nous pourrions avoir de vraies rencontres. Et en dehors du système solaire? Probablement oui, mais où les trouver? Dans notre galaxie, parmi les milliards d'étoiles, il faudrait en trouver quelques-unes qui ressemblent à notre Soleil. Parmi ces étoiles, il faudrait trouver celles qui ont des planètes. Et parmi ces planètes, celles qui auraient une atmosphère et des conditions nécessaires à la vie. Il faudrait trouver des extraterrestres qui aient évolué exactement à la même vitesse que nous. S'ils sont moins évolués, ils ne peuvent pas communiquer. S'ils sont en avance sur nous, ils nous ont peut-être déjà découverts, mais nous ne les intéressons pas. Dans le temps qui s'écoule pour l'univers, notre civilisation actuelle n'est qu'un moment très bref. Pour communiquer avec les extraterrestres à l'autre bout de la galaxie, il faudrait que tous ces critères coïncident.
Là, on pourrait se parler. Mais un tel enchaînement de coïncidences est peu probable. La rencontre avec des extraterrestres montre bien qu'il y a une grande différence entre ce qui est possible et ce qui est probable. Nous sommes ici. La Terre nous emmène de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, que nous atteindrons dans 3 semaines. L'axe incliné de la Terre pointe toujours dans la même direction, et la moitié nord de la Terre se détourne de plus en plus du Soleil. Actuellement, au cercle polaire, la nuit dure 20 heures, le jour 4 heures. L'horizon, à cette latitude, est presque parallèle au plan dans lequel la Terre circule autour du Soleil. À l'équateur, l'horizon est presque perpendiculaire à ce plan. Le soir, le Soleil plonge à angle droit sous l'horizon. Quand le Soleil vient de passer sous l'horizon, c'est le crépuscule. Le Soleil éclaire encore un peu le paysage tant qu'il se trouve à moins d'une largeur de main sous l'horizon, 6 degrés. Là où la plupart d'entre vous habitent, autour du 45e parallèle, le Soleil met 1 heure pour descendre à 6 degrés sous l'horizon. Le crépuscule dure donc 1 heure. Dans le Midi, à Tunis ou en Sicile, la trajectoire du Soleil est plus raide. Au bout d'une demi-heure déjà, le Soleil est descendu à 6 degrés au-dessous de l'horizon. Le crépuscule ne dure qu'une demi-heure. À l'équateur, en 20 minutes, il fait nuit. Au pôle Nord, 6 semaines de crépuscule. Vous pouvez voir la progression de la Terre sur son orbite en prenant les étoiles comme repère. Elles glissent d'un soir à l'autre 1 degré vers la droite. En 365 jours, 360 degrés. Un tour complet. C'est en fait la Terre qui circule autour du Soleil. Et nous voyons tous les soirs les mêmes étoiles un peu plus tôt. 4 minutes plus tôt. En un mois, ça fait 2 heures. Cette semaine, vers 22 heures, c'est la constellation Orion qui se lève à l'horizon. Les étoiles que vous voyez ce soir à 22 heures, vous les retrouverez dans un mois, en décembre, 2 heures plus tôt, à 20 heures. Et en janvier, vous verrez les étoiles exactement à la même place, encore 2 heures plus tôt, à 18 heures. En février, 2 heures plus tôt, à 16 heures. Et non, à 16 heures, il fera encore jour. Les étoiles seront bien là, mais invisibles, cachées par l'atmosphère que le Soleil illumine. Chaque mois, la Terre passe devant les mêmes étoiles 2 heures plus tôt. 2 heures pendant 12 mois, ça fait 24 heures, un jour complet. Donc dans un an, vous verrez les mêmes étoiles à la même position, à la même heure qu'aujourd'hui. Les anciens lisaient l'heure dans les étoiles. Pour vous aussi, l'univers des étoiles peut être une grande horloge. Si vous ne confondez pas étoiles et planètes. Quand la planète Vénus est visible en automne le soir à l'ouest, vous verrez le matin un astre brillant au même endroit du ciel où vous avez vu Vénus la veille au soir. C'est Sirius. On confond souvent Sirius et Vénus, car ces 2 astres, très brillants, apparaissent parfois au même endroit. Ils appartiennent pourtant à des mondes totalement différents. Sirius est une étoile. Elle est très très loin de nous. Sa lumière met 9 ans pour nous parvenir. Vénus est une planète. Elle ne rayonne pas, elle nous renvoie la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Vénus est très proche de nous. La lumière qu'elle reflète nous parvient en 4 minutes. De très très loin, nous regardons Sirius. Nous voyons l'étoile dans cette direction et nous la retrouverons l'année prochaine, à la même date, à la même heure, dans la même direction. Par contre, la planète Vénus va bouger. Elle est ici, mais l'année prochaine, quand nous repasserons là où nous sommes aujourd'hui, elle sera ailleurs, derrière le Soleil. Pour que Terre et Vénus se retrouvent dans la même position, il faut qu'elles se pourchassent 8 ans.
alors que Sirius, chaque année, est au rendez-vous. Est-ce qu'un jour, la planète Vénus va passer devant l'étoile Sirius? Jamais. Vénus, comme la Terre et toutes les planètes, circulent à peu près dans le même plan. Les groupes d'étoiles, les constellations, à l'arrière-fond de ce plan, forment le zodiaque. L'étoile Sirius fait partie de la constellation du Grand Chien, qui est plus bas dans le ciel que le zodiaque, en dessous des Gémeaux. Orion, à droite, est en dessous du Taureau. Vénus, au cours de son périple, passera donc successivement devant les constellations du zodiaque. Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et tous les autres, mais jamais près de Sirius. Ni près de la Grande Ourse, une constellation bien au-dessus du zodiaque. Comment se fait-il alors que nous voyons Vénus le soir, au même endroit, que Sirius le matin? C'est encore à cause de l'axe incliné de la Terre. Le soir, nous regardons comme ça. Nous voyons Vénus à côté de la constellation du Sagittaire. Le matin, nous regardons comme ça. Et nous voyons Sirius apparaître au même endroit dans le ciel. Vénus, à droite, en haut devant le zodiaque, ne rencontrera jamais Sirius, à gauche, en bas. Sur son orbite, Vénus est plus rapide que la Terre. Chaque fois qu'elle nous rattrape, tous les 20 mois environ, on devrait la voir passer entre nous et le Soleil. Mais l'orbite de Vénus est légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre. La plupart du temps, Vénus, vue de la Terre, passe donc un peu au-dessus ou en dessous du Soleil. Chaque année, début juin et début décembre, la Terre traverse le plan de l'orbite de Vénus. Pour un alignement parfait, il faudrait que Vénus passe ce point exactement le même jour. Là, nous pourrions voir Vénus transiter devant le Soleil. Un transit de Vénus, c'est donc très rare. Il faut attendre plus d'1 siècle. Mais quand il se produit, le suivant vient seulement 8 ans plus tard. En 1761, un astronome français, Le Gentil, fait le voyage aux Indes pour voir le transit de Vénus. Un petit point noir qui en quelques heures passe devant le Soleil. Mais Le Gentil arrive en retard. Frustré et tenace, Le Gentil reste aux Indes. Il sait que 8 ans plus tard, Vénus, encore une fois, passera devant le Soleil. Pour vous, ce sera en 2004, puis en 2012. L'occasion de voir de vos propres yeux l'ordre dans le désordre des orbites. Nous sommes ici. Nous atteindrons la station Solstice dans 2 semaines. Cette semaine, nous allons voir comment les astres sont liés entre eux. La petite planète Mercure est si proche du Soleil qu'on ne peut pas la voir sauf quand elle s'en dégage au maximum. Après le coucher du Soleil, Mercure a le temps pour briller. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, celle qui file le plus vite sur son orbite. Un tour complet en 3 mois, 4 fois plus vite que la Terre. Mercure doit obligatoirement aller très vite pour rester en orbite, pour contrebalancer l'énorme force d'attraction qui la lie au gigantesque Soleil tout proche. La force d'attraction du Soleil a freiné la rotation de Mercure autour de son axe et le fait tourner très très lentement, en 59 jours au lieu d'1 jour pour la Terre. Il arrive qu'une zone de Mercure qui est passée à l'ombre revienne au Soleil parce que sa rotation très lente fait que le Soleil le rattrape. À cet endroit, on pourrait voir le Soleil se coucher à l'horizon, puis remonter à nouveau pour quelques jours. Même de jour, le ciel reste noir et étoilé, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, pas d'air, pas de ciel bleu. Mais tout de même des doubles couchers de soleil. Tous les jours, vu de la Terre, le Soleil semble traverser le ciel de gauche à droite, parce que la Terre tourne dans l'autre sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La plupart des planètes tournent autour de leur axe dans ce même sens.
mais pas Vénus. Pourquoi Vénus ne tourne pas dans le même sens que la Terre et la plupart des autres planètes? Parce qu'elle est liée au Soleil. Comme Vénus se trouve plus près du Soleil que la Terre, les forces d'attraction du Soleil agissent davantage sur Vénus, et surtout sur l'atmosphère très dense qui enveloppe Vénus. Cette atmosphère de gaz carbonique et d'azote a une pression 100 fois plus forte que notre atmosphère terrestre. Des astronautes pourraient s'y poser sans parachute, à condition bien sûr d'être protégés contre la chaleur de 400 degrés. Les forces d'attraction du Soleil ont déformé cette dense atmosphère vénusienne. Au cours de milliards d'années, cette déformation aurait ralenti la rotation et déséquilibré la planète, au point de l'arrêter et la faire revenir lentement en sens inverse. Il se peut aussi que la planète, déséquilibrée, se soit renversée, ce qui expliquerait sa rotation en sens inverse de toutes les autres planètes. Les planètes géantes Saturne et Jupiter agissent également sur leur entourage. La masse de Saturne est 100 fois celle de la Terre. Jupiter 300 fois. L'énorme force gravitationnelle de Jupiter s'étend à 800 millions de kilomètres à sa droite et à sa gauche. Son orbite est peuplée par deux groupes d'astéroïdes, les Troyens, qui flottent dans l'espace à 60 degrés de Jupiter, là où il y a un équilibre entre les forces gravitationnelles. Les Troyens forment avec Jupiter et le Soleil des triangles égaux qui tournent autour du Soleil à la même vitesse que Jupiter. Le même phénomène se déroule en modèle réduit autour de Saturne. 3 de ses satellites, Thétis, Calypso et Télésto, gravitent sur la même orbite à des angles de 60 degrés. Et sur une autre orbite saturnienne, encore 3 satellites à 60 degrés l'un de l'autre. En inscrivant des cercles autour de chaque satellite, ces cercles se rencontrent là où se trouve le voisin. C'est uniquement autour de Saturne que des satellites se partagent une même orbite. Ils dessinent ainsi, en grand, la forme universelle de l'hexagone, que nous retrouvons en petit partout dans la nature, en pétales de fleurs et cristaux de neige. Par sa force d'attraction, la Terre a attaché la Lune et l'empêche de tourner librement. Nous voyons toujours la même moitié, la même face de la Lune. Le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune, la moitié tournée vers le Soleil, en jaune, mais qui ne correspond pas à la moitié, en bleu, tournée vers nous. La moitié tournée vers le Soleil et la face visible de la Lune se recouvrent partiellement. Cette partie, c'est le croissant de la Lune que nous voyons. Dans sa progression, la moitié tournée vers le Soleil en jaune et la face visible de la Lune en bleu se recoupent à moitié. C'est la demi-lune. À la pleine Lune, la face visible de la Lune orientée vers nous correspond exactement à la moitié qui est tournée vers le Soleil. Et là, nous ne voyons pas de croissant, mais toute la moitié éclairée par le Soleil. La pleine Lune toute ronde. Une semaine plus tard, c'est la demi-lune. Puis à la nouvelle lune, quand la Lune est alignée avec le Soleil éclaire la face de la Lune que depuis la Terre nous ne voyons jamais, en jaune, la face cachée de la Lune. Vue de la Terre, la Lune nous présente toujours la même face. La demi-lune, c'est toujours cette même face, éclairée à moitié par le Soleil. Et l'autre moitié à gauche, c'est la face cachée de la Lune. Oh non! La face cachée de la Lune, c'est le côté qui est toujours détourné de la Terre. Ici, en blanc. Quand vous regardez la Lune avec des jumelles, vous voyez des parties plus sombres et plus claires, des montagnes et des cratères, impacts laissés par des astéroïdes depuis des milliards d'années. Puis certaines régions de la Lune ont été inondées par de la lave volcanique, couvrant les cratères et formant les parties plus lisses. Ces parties sont restées presque intactes, avec peu de cratères, parce que les collisions d'astéroïdes, très nombreuses à l'époque où le système solaire s'est formé, ont peu à peu diminué.
Par contre, sur la face cachée de la Lune, photographiée par des sondes spatiales, il y a des cratères partout. Pourquoi? C'est le côté qui n'est pas protégé par la Terre, le côté qui est tourné vers l'extérieur. Et c'est de là que viennent les astéroïdes, pas du côté de la Terre. C'est donc la face cachée de la Lune qui prend le plus de coups. Voilà pourquoi elle est couverte de cratères. Nous sommes ici et nous atteindrons la station Solstice dans une semaine. Ce week-end, vous pouvez voir les dernières étoiles filantes de l'année, les Géminides, qui semblent venir de la constellation des Gémeaux, mais qui n'ont rien à voir avec ces étoiles. Les étoiles filantes sont encore plus près que la Lune. Ce sont les traces lumineuses des débris de comètes qui pénètrent dans l'atmosphère de la Terre quand la Terre fonce à travers leur essaim. Elles nous indiquent donc la direction dans laquelle la Terre nous emmène. Et quand il n'y a pas d'étoiles filantes, comment savoir où nous allons, puisque la Terre n'arrête pas de tourner autour de son axe? La Terre fait le tour du Soleil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour connaître la direction de la course de la Terre, vous devez toujours avoir le Soleil à votre gauche. Dès que vous avez le Soleil à gauche, vous regardez quasiment en avant. Le matin, mettez le Soleil levant à votre gauche, regardez le sud et vous regardez dans le sens de la marche de la Terre. À midi, le Soleil est au sud. Mettez-le à votre gauche, vous regardez l'ouest. À midi, la Terre fonce vers l'ouest. Et le soir, mettez le Soleil couchant à votre gauche, vous regardez le nord. Vous êtes dans le sens de la marche de la Terre. Ainsi, à tout moment, vous saurez comment regarder en avant. Ce voyage dure 365 jours. Un jour, c'est un tour complet de la Terre autour de son axe en 24 heures, de midi à midi. Mais attention, par rapport aux étoiles, la Terre ne met que 23h56 pour faire un tour complet. Cette nuit, l'étoile Aldébaran, à droite d'Orion, apparaît plein sud à minuit. La nuit suivante, Aldébaran passe de nouveau plein sud à 23h56 déjà. Pourquoi 4 minutes avant? Au moment où la Terre a fait un tour complet par rapport aux étoiles, elle n'a pas encore fait un tour complet par rapport au Soleil. La Terre, en avançant sur son orbite, s'est décalée. Il manque 1 degré pour retrouver le Soleil sous le même angle. La Terre doit continuer à tourner encore pendant 4 minutes. La Terre retrouve les étoiles au bout de 23h56. Mais elle met 4 minutes de plus pour retrouver le Soleil sous le même angle. 23h56 plus 4 minutes égale 24 heures. Le compte est bon. Mais en 24 heures, la Terre ne fait pas seulement un tour complet. Elle fait un tour complet plus 1 degré. Voilà pourquoi les étoiles, d'une nuit à l'autre, glissent 1 degré vers la droite, une largeur de main en une semaine. Bientôt, la Terre arrivera à sa position la plus proche du Soleil, le 3 janvier. L'orbite de la Terre est légèrement elliptique. Quand la Terre est plus proche du Soleil, la force d'attraction du Soleil est plus grande. La Terre accélère. Le Soleil semble prendre du retard par rapport à nos montres, car la mécanique rigide et régulière de nos montres ne peut pas s'adapter constamment au passage du Soleil qui varie de jour en jour. En décembre, quand nos montres indiquent midi, le Soleil se trouve tous les jours un peu plus à gauche. De jour en jour, il prend du retard. Par contre, les cadrans solaires indiquent toujours fidèlement la position du Soleil. Depuis Louis XIV, les horloges de plus en plus précises ont fait apparaître une différence avec les cadrans solaires, une différence entre l'heure civile et l'heure solaire. Il fallait donc que les cadrans solaires soient plus précis. La ligne droite de leur marque de midi fut remplacée par un 8 allongé, qui est le miroir des positions du Soleil au cours de l'année.
Quand, à cause de l'accélération de la Terre, le Soleil semble être en retard, surtout en hiver, l'ombre tombe ici, à gauche. Quand le Soleil semble être en avance, surtout en automne, l'ombre tombe ici, à droite. L'ombre à gauche, le Soleil est en retard sur l'heure civile. L'ombre à droite, le Soleil est en avance sur l'heure civile. En décembre, la trajectoire du Soleil raccourcit. La durée du jour raccourcit. Le solstice d'hiver sera le jour le plus court. L'éventail du jour se ferme. Le solstice sera le jour où le Soleil se lèvera le plus tard et se couchera le plus tôt. Non. Le coucher de soleil le plus tôt de l'année, c'est aujourd'hui. Déjà. Du 6 au 18 décembre, le Soleil se couche tous les soirs pratiquement à la même heure. Mais chaque matin, il se lève 1 minute plus tard. Et tous les jours, le Soleil passe un peu plus tard à son point culminant. Nos montres sont réglées sur une heure moyenne, valable toute l'année. Du moment que la Terre s'accélère, le Soleil semble prendre du retard. Tous les jours, il traverse le méridien un peu plus tard. De jour en jour, le Soleil se lève plus tard, mais se couche tous les soirs à la même heure. Le coucher du Soleil le plus tôt de l'année, c'est maintenant. Le soir, le temps s'arrête. Les nuits s'allongent, les jours raccourcissent. Pourquoi la nuit, il fait nuit? Parce que nous nous trouvons à l'ombre de la Terre. Les rayons du Soleil ne peuvent pas nous atteindre. Côté nuit, l'atmosphère n'est pas exposée au Soleil. Le Soleil illumine l'atmosphère qui enveloppe la Terre. Ce mélange d'azote et d'oxygène apparaît bleu. Notre Terre, vue de l'espace, se présente comme la planète bleue. Ce que nous percevons comme jour, c'est l'effet du Soleil sur l'atmosphère. En plus des rayons qui viennent directement du Soleil, l'atmosphère, ainsi illuminée, répand partout une lumière indirecte, diffuse, qui éclaire même les espaces à l'ombre. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Il ne fait pas vraiment jour. Même en plein soleil, le ciel reste noir. Les engins spatiaux sont éclairés par le Soleil, mais ils naviguent dans un ciel noir. Les étoiles sont des soleils lointains, visibles, mais trop éloignés pour nous éclairer. Le Soleil envoie des rayons de lumière partout, dans toutes les directions. Mais tout ce que nous envoyons, ce sont les quelques rayons que les planètes Vénus, Mars, Jupiter et Saturne nous renvoient. Les rayons de lumière qui n'ont rien à éclairer restent invisibles. Nous arrivons à cette station du solstice d'hiver. Actuellement, l'axe incliné de la Terre fait pencher sa moitié nord dans l'ombre. Nous passons de moins en moins d'heures au Soleil et de plus en plus d'heures dans l'ombre de la Terre. Autour de 45 à 50 degrés nord, là où la plupart d'entre vous habitent, c'est 16 heures d'obscurité contre 8 heures de soleil. La nuit dure le double du jour. Plus au nord, à 60 degrés, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Oslo ou encore Edge, 18 heures de nuit pour 6 heures de jour, 3 quarts de nuit pour un quart de jour. Et à 67 degrés au nord de l'équateur, 24 heures de nuit. Le jour du solstice, le soleil ne se lèvera pas du tout. C'est le cercle polaire. Ces jours de fin décembre, les passagers pour Los Angeles auront 2 couchers de soleil et 2 levées de soleil. Au-dessus du Groenland, ils rentreront dans l'ombre de la Terre, la traverseront, et plus tard, l'avion émergera de l'ombre. Les passagers voient le soleil se coucher, pas le soir, à midi. Et quelques heures plus tard, en émergeant de l'ombre de la Terre, ils auront un lever de soleil en plein après-midi. Aujourd'hui, pour voir les effets du solstice, plus besoin d'aller explorer le pôle Nord. Pendant toute l'année, les régions polaires nord et sud ne sont que frôlées par les rayons du soleil. Elles sont recouvertes de calottes de glace.
Plus les calottes polaires blanches sont grandes, plus la Terre renvoie les rayons du Soleil dans l'espace au lieu de les absorber. Au Xe siècle, le Soleil devait rayonner un peu plus, ce qui a déclenché un réchauffement étonnamment rapide. Quand les calottes polaires fondent, elles se rétrécissent, les surfaces blanches de la Terre diminuent, la Terre reflète moins les rayons, en absorbe plus, se réchauffe plus, fait fondre la banquise, jusqu'à permettre aux Vikings de coloniser le Groenland. Au XVIe siècle, il faisait plus froid. La glace s'étend, les calottes blanches grandissent, la Terre reflète les rayons, en absorbe moins, se réchauffe moins, les banquises s'étendent jusqu'à empêcher l'accès au Groenland. Fini la colonie. Actuellement, on craint un nouveau réchauffement qui ferait fondre les glaces polaires. Voici ce qui resterait de l'Europe. Hambourg, Amsterdam, Venise, Londres et même New York seraient inondés. Mais ce n'est pas pour demain. Le soleil, c'est notre chauffage. Tous les jours, quand le soleil est présent, le chauffage est mis. C'est l'après-midi qu'il fait le plus chaud. La nuit, sans le soleil, le chauffage est arrêté. C'est à l'aube qu'il fait le plus froid. C'est le cycle journalier chaud-froid. Le cycle annuel chaud-froid, nous le connaissons tous. Quand le soleil est haut dans le ciel en été, il fait chaud. Quand il est bas, comme en cette semaine de solstice, il commence à faire frisquet. Pour deux raisons. Quand le soleil traverse le ciel sur sa trajectoire la plus courte, le chauffage est mis pendant une durée plus courte. Mais aussi le chauffage est réglé moins fort. Les rayons du soleil sont répartis sur une surface plus grande. Ils chauffent moins. L'atmosphère va se refroidir, parfois l'eau va apparaître comme neige ou comme glace. Il y a des cycles beaucoup plus longs, comme le cycle de 26 000 ans, pendant lequel l'axe de la Terre décrit un cercle. L'angle des rayons du soleil se modifie au cours des millénaires, le climat change lentement, mais constamment. Toutes ces alternances du chaud et du froid dépendent de la position de la Terre par rapport au soleil. Mais le soleil, lui, est-il constant? Il rayonne depuis plus de 4 milliards d'années. Ses réserves d'hydrogène et d'hélium sont assurées pour encore 4 ou 5 milliards d'années. De ce côté-là, tout va bien. Néanmoins, un chauffage sans faille ne nous est pas garanti. Le rayonnement du soleil est variable. Les taches solaires nous en révèlent les sursauts. Ces taches, découvertes par Galilée au début du XVIIe siècle, augmentent et diminuent dans un cycle de 11 ans. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les taches solaires disparurent presque complètement. Curieusement, cette période coïncidait avec une baisse de température, des hivers très durs et des étés froids qui ne laissaient pas mûrir le blé. Résultat, famine, guerre, début de l'émigration vers l'Amérique. Depuis, les taches solaires, tous les 11 ans, n'ont pas cessé d'augmenter. Il y en aura de plus en plus jusqu'au prochain maximum en 2001. La température monte également. Mais les taches solaires ne nous disent pas tout sur le Soleil. Nous ne les connaissons que depuis 400 ans. Et 400 ans dans la vie du Soleil, c'est comme une seconde dans la vie d'un homme. C'est dire qu'on n'en sait pas grand-chose. Le solstice n'est pas une station pour la Terre. C'est une station pour le Soleil, qui de jour en jour, à midi, est resté plus bas dans le ciel, et qui s'arrête de descendre. C'est d'ailleurs ce que veut dire le mot solstice. Sol pour le soleil, stis, la station. Vous avez pu suivre chez vous les rayons du soleil qui, depuis l'été, pénètrent de plus en plus loin dans la pièce. Aujourd'hui, ils sont au maxi, parce qu'aujourd'hui, la moitié nord de la Terre se détourne le plus du soleil. La Terre se présente au soleil sous des angles différents. À l'équinoxe, il y a 3 mois, le soleil, à midi, était à la verticale de l'équateur. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne des endroits où le soleil tape à la verticale descend dans l'hémisphère sud. Ce week-end, le soleil, à midi, est à la verticale du 23e parallèle,
à la verticale de l'Australie, de Madagascar et de Rio de Janeiro. Ce 23e parallèle s'appelle le tropique du Capricorne, parce que le Soleil, à cet angle-là, se trouve devant la constellation du Capricorne. À partir de la semaine prochaine, la moitié nord de la Terre va de nouveau se pencher vers le Soleil. La trajectoire apparente du Soleil s'allongera, les jours, peu à peu, s'allongeront, cap sur le printemps. Nous sommes ici. La Terre a passé le cap du solstice. À l'approche de Noël, vous pouvez voir Jupiter bas dans le ciel et Saturne plus haut au sud. La Bible raconte que les 3 mages, pour se rendre à Bethléem, lieu où naquit Jésus, suivirent une étoile. Peut-être s'agissait-il d'une conjonction Jupiter-Saturne. À la veille de la naissance de Jésus, Jupiter rattrapa Saturne pour s'aligner en une conjonction d'une durée exceptionnelle. Au mois de mai de l'an 7 avant Jésus-Christ, la Terre était ici, en alignement avec Jupiter et Saturne. Pendant 8 mois, la Terre, Jupiter et Saturne restaient alignés. Jupiter et Saturne, pendant tout ce temps, apparaissaient donc en conjonction. Début décembre, Mars s'approchait de cet alignement. Et voici ce qu'on voyait de l'ancienne Babylone, où l'astronomie était déjà très développée. Les mages de Babylone pourraient avoir suivi cette triple constellation à travers le désert. La Bible parle de l'étoile qui marchait devant eux. En effet, tous les soirs, à la même heure, ils pouvaient voir la constellation se rapprocher de l'horizon, exactement dans la direction qui devait finalement les conduire, exactement à Bethléem. Mais la légende de l'étoile de Noël pourrait avoir une autre origine. En l'an 2 avant Jésus-Christ, un astre spectaculaire apparut dans le ciel. C'était en fait Jupiter et Vénus qui s'alignaient avec une telle précision qu'à l'œil nu, ils se confondaient. Des conjonctions aussi serrées sont extrêmement rares. Comment se produisent-elles? Les orbites de Vénus et Jupiter sont légèrement inclinées. Il faut donc une coïncidence exceptionnelle pour que Vénus, sur l'orbite penchée, rattrape Jupiter exactement le jour où les plans de ses orbites se coupent. Et qu'en plus, la Terre se trouve le même jour dans le même axe. Et voilà qu'un an plus tard, en l'an 1 avant Jésus-Christ, cet alignement rare se reproduit. Et coïncidence unique de mémoire d'homme, une 3e fois l'année suivante, l'année même de la naissance du Christ. Les astronomes babyloniens, les mages, n'avaient jamais vu ça. On comprend qu'ils aient cru à l'annonce d'un grand événement. Les soirs qui suivirent cette superconjonction, Jupiter alla s'aligner avec Mercure en une conjonction rare et lumineuse. Parce que vu de l'espace, Jupiter, Mercure et la Terre se trouvaient dans le même axe. Cette constellation pointait vers l'ouest et aurait pu guider les 3 mages vers Bethléem. La brillance exceptionnelle de Vénus plus Jupiter aurait pu faire croire à une comète. En 1302, la comète Halley passa près de la Terre. Dans sa célèbre fresque de l'adoration des mages, à Padoue, Giotto a peint la comète qu'il venait de voir de ses propres yeux. Depuis, l'étoile de Noël qui conduisit les mages vers Bethléem est souvent représentée comme une comète. À l'époque, personne ne pouvait soupçonner que l'intuition de Giotto de peindre une comète révélait peut-être la vérité. L'étoile de Bethléem pourrait être la comète Encke, qui circule sur une orbite à l'intérieur de l'orbite de Jupiter. À chaque passage près du Soleil, Encke perd un peu de sa luminosité. Il y a 2000 ans, elle était donc beaucoup plus brillante qu'aujourd'hui, surtout en novembre de l'an 0, l'année de la naissance du Christ, où elle passait au plus près de la Terre. Ce qui a dû impressionner les astronomes, les mages de l'ancienne Babylone, c'est la vitesse à laquelle cette comète se déplaçait dans le ciel. Cette vitesse était due à son passage très près de la Terre, 6 degrés par jour. 20 fois plus vite que la comète Halley lors de son dernier passage. Chaque soir, les mages voyaient la comète une largeur de main plus au sud-ouest.
dans la direction qu'il faut prendre de Babylone vers Bethléem. Selon la Bible, ils avaient l'impression de suivre une étoile qui marchait devant eux. Sans le savoir, Giotto a peut-être deviné ce que fut l'étoile de Noël. Bethléem est située à environ 30 degrés de latitude nord. Le soleil se couche au solstice d'été ici et au solstice d'hiver là. Il n'y a pas une grande différence. Le solstice n'est pas un événement important de l'année. Même en hiver, les nuits ne sont qu'un peu plus longues que les jours. Par contre, à une latitude de 50 degrés, France, Allemagne, Angleterre et pays scandinaves, le soleil au solstice d'été se couche ici. Et au solstice d'hiver, là. Une grande différence. La nuit dure le double du jour. Les habitants de ces pays nordiques attendent avec impatience le solstice, le jour où le soleil enfin renverse sa course. On allumait des feux pour saluer le solstice. Quand le christianisme s'est propagé vers le nord, quand il est passé d'une latitude de 30 degrés à 50 degrés, le solstice le 21 décembre et Noël, le 24 décembre, se sont confondus dans les rites des sapins de Noël illuminés de bougies. C'est l'espérance de retrouver la lumière d'un soleil trop absent. Un soleil que nous voyons tous les jours tourner autour de la Terre. L'image de la Terre au milieu du monde reste donc une idée répandue. La vision que nous espérons vous avoir fait partager au cours de ce voyage est celle de Nicolas Copernic. Le Soleil au centre, la Terre sur orbite, reléguée à la périphérie. De siècle en siècle, de découverte en découverte, la Terre et son importance semblent avoir diminué. Où sommes-nous dans la galaxie et dans l'expansion de l'univers? Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, comme une foule qui se disperse. Nous sommes dans la foule. Perdus, marginalisés, réduits à l'importance de bactéries soupçonnées sur des astres lointains? Non, car les bactéries n'observent pas la fuite des galaxies. Nous l'observons. Nous en sommes conscients, et de l'endroit d'où nous observons, de notre point de vue, tout s'éloigne de nous. Tant que nous observons l'univers, nous en resterons le centre. Mais ce centre, comment le situer? Si nous devions donner notre adresse dans l'univers, ce serait planète Terre, système solaire, 3e orbite, galaxie, Voie lactée, super amas de la Vierge. Mais sommes-nous réellement au même endroit qu'il y a un an? Par rapport au Soleil, oui. Par rapport aux étoiles, presque. Car le système solaire tout entier se déplace dans la galaxie et se dirige peu à peu vers la constellation Hercule, au-dessus du Scorpion. La Terre n'arrive donc pas au même endroit qu'un an auparavant. Elle est emmenée par le Soleil à travers la galaxie. Et le cercle de l'orbite annuelle de la Terre autour du Soleil se développe en spirale à travers l'espace. C'est ainsi que la Terre vous emporte dans l'année prochaine.